Philippe de Villiers, venons-en aux choses sérieuses et malheureusement dramatiques. C'est vous qui avez souhaité commencer cette émission par cette actualité, je le disais, dramatique aux États-Unis. On va parler de Charlie Kirk, figure de la jeunesse trumpiste américaine, suivi par des millions d'Américains, conservateurs, catholiques, et qui a été assassiné lâchement dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est Donald Trump qui a annoncé la mort de Charlie Kirk, et le suspect, son bourreau, a été interpellé. Je vais vous proposer une séquence qui vous a marqué, c'est de Charlie Kirk. On est en juillet 2024, 3 jours après la tentative d'assassinat contre Donald Trump. Eric Tegner, le directeur de la rédaction de Frontières, va interroger Charlie Kirk. Et Charlie Kirk va parler du mal français et de ce qu'il pense de la France. Écoutez. D'après ce que je comprends, c'est très peu à propos du wokisme en France. C'est qu'ils essayent d'éradiquer l'identité et la langue française à travers une immigration multiradicale et multiculturelle. Et ce qui s'est passé, d'après ma compréhension extérieure, ce qui était très décevant, c'est que Marine Le Pen était essentiellement à gauche sur la plupart des questions, sauf sur l'immigration. Et pour une raison quelconque, Macron veut continuer cette immigration massive en France et vous obtenez le wokisme, associé à l'immigration massive, et cela sera la mort de la France. Point final. Et c'est une tragédie. J'espère que votre pays se réveillera à cela et ralentira le flux de migrants dans votre pays pour préserver votre belle culture. J'adore la culture française. Je ne suis pas français, je n'ai aucune ascendance française, mais vous devriez être fiers de vos origines. Vous avez beaucoup de raisons d'être fiers. Vous avez une histoire et une culture incroyable. Et pourquoi amenez-vous un tas de gens du tiers-monde pour les détruire? Vous avez une grande culture et vous êtes un grand peuple, avec de nombreuses contributions incroyables de penseurs, d'écrivains, de gastronomie, d'art, d'histoire et de la langue. Votre pays cesse d'exister si vous ne le protégez pas. Qu'est-ce qu'un pays s'il n'a pas de frontières, de langue commune et d'histoire partagée? Et nous nous faisons traiter de tous les noms pour avoir dit cela. Je veux voir plus de pays se lever pour défendre qui ils sont et ce en quoi ils croient. J'espère que la France commencera à le faire. Et vous, Philippe de Villiers, qui avez été député européen, vous avez très certainement vu ce qui s'est passé à Bruxelles. Sarah Knafo qui l'a annoncé. Quelle honte, dit-elle, avec les autres groupes de droite au Parlement européen. Nous voulons honorer une minute de silence pour Charlie Kirk. La gauche refuse de se lever. Geoffroy Lejeune. Évidemment, c'est une onde de choc aux États-Unis, mais aussi en Europe. De quoi, selon vous, Philippe, ce drame est-il le nom ? C'est le premier martyr du wokisme en Occident. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis un turning point, un tournant. Je pense que dans l'histoire des 30-40 années qui viennent, cet assassinat sera une borne, une balise de détresse d'une civilisation qui marquera l'époque comme le 4 avril 1968 avec la mort de Martin Luther King. Il y a un point commun entre les deux. C'était le côté pacifique. Et en fait, moi je connais depuis un certain temps Charlie Kirk, au point que je peux dire ce soir, je suis Charlie. C'était la droite qui ne baisse pas les yeux. Il est blanc, fier de sa blanchité. C'est pas si courant aujourd'hui. On longe les murs. On a peur d'être accusé d'être blanc par le wokisme, la blanchité. Ça devient une caractéristique douteuse. Il est père de famille et il considère qu'une famille, c'est un papa et une maman. Oh là là. Il a 2 enfants, il est chrétien. En plus, il est pour la vie. Et qu'est-ce qu'il nous dit lorsqu'il est interviewé par le talentueux directeur de Frontières, Eric Tegner? Il nous met en garde. Comme s'il connaissait très très bien la France. Il nous dit en fait 3 choses. Il nous dit, si vous délaissez le legs de vos souvenirs, vous allez fabriquer des zombies. Si vous délaissez votre art de vivre, vous allez fabriquer des goujats. Et si vous délaissez votre langue, vous allez fabriquer des barbares.
On n'est plus très loin. Alors, la réaction de la gauche au Parlement européen. Ce qu'a dit Sarah Knafo, c'est qu'elle a fait la comparaison avec George Floyd. George Floyd. Tout le monde s'est élevé. La droite, la gauche. Mais là, la gauche refuse de se lever. Et Nathalie Loiseau, qui a dirigé la liste macroniste, s'est couverte de honte. En expliquant, non, mais il n'est pas question... voilà, je ne veux même pas répéter ce qu'elle a dit. C'est épouvantable. Elon Musk a eu un mot que beaucoup de gens trouveront excessif. Il a dit la gauche, c'est le parti du meurtre. Réfléchissons à cette formule. En fait, la gauche, elle me rappelle Faust, Méphisto de Faust, qui dit « Je suis l'esprit qui toujours nie ». La gauche, elle nie le réel, elle déteste le réel. Et Charlie, en fait, c'était l'homme du réel, de l'ordre naturel, de la famille, de la nation, de ce qu'est la réalité des affections, depuis les premières tribus, depuis Aristote. Je suis l'esprit qui toujours nie. Ensuite, la gauche, c'est le camp du bien. Et donc, la gauche, le camp du bien, ça veut dire que quand on élimine un adversaire, j'utilise le mot de la gauche, on élimine un adversaire, c'est une mesure de prophylaxie morale, purification en quelque sorte. Tout ça vient, ça. En fait, la gauche, elle est née avec la Révolution française. La gauche, ce sont les sans-culottes. La gauche, c'est Carrier, dont se réclame le nouveau Robespierre en Queffier. Carrier qui disait « Nous ferons un cimetière de la France plutôt que si nous ne pouvons pas la régénérer à notre manière. » Et encore, une autre formule encore plus forte, c'est par principe d'humanité que je purge la terre de la liberté de ces monstres. Voilà, c'est ça la gauche. La gauche, elle est dans l'aigreur. La gauche, elle est dans la haine. Et donc là, la gauche, elle jubile. Elle danse sur le cadavre de Charlie Kirk. Et donc, moi, je pense à la famille de Charlie, je pense à tous les fans, à tous ceux qui l'ont suivi et qui sont aujourd'hui orphelins de sa parole. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que Charlie avait une singularité que personne n'a relevée. C'est qu'il croyait à la paix. Il croyait qu'en étant pacifique, en dialoguant, il pourrait convaincre. Il est allé à Oxford. Il est allé à Cambridge. Vincent Hervouette le rappelait sur ce plateau hier matin. Pourquoi ? Pour discuter avec les wokistes. Et prouvez-moi que j'ai tort. C'était son grand slogan. Prouvez-moi que j'ai tort. Et il croyait au dialogue. Et donc, parce qu'il croyait au dialogue, il a été, si vous me passez l'expression, comme disent les gauchistes, exécuté. Hommage à cet Américain qui a sauvé l'honneur et dont on parlera encore dans 20 ans, dans 30 ans. Turning Point. Philippe de Villiers, l'événement de la semaine en France, c'est cette mobilisation bloquons tout, préemptée par l'ultra-gauche et la France insoumise et qui s'est transformée en cassons tout. Et parmi les images qui vous a le plus marqué de cette journée de mercredi, il y a cet élément clé, sous-traité bien évidemment dans les médias, à savoir les drapeaux français. On va le voir ensemble. Les drapeaux français n'étaient parfois pas les bienvenus lors des manifestations avec des gens qui ont été pris à partie parce qu'ils arboraient les couleurs de la France et donc il valait mieux porter un drapeau palestinien ou encore un drapeau LGBT. Et puis une deuxième séquence vous a marqué, c'est cette agression place de la République à Paris d'une jeune militante du collectif Némésis. Je vous propose de voir la séquence.
Geoffroy Lejeune. Philippe, 2 lectures sont possibles. Est-ce que vous considérez que ces images sont anecdotiques ou bien faut-il les prendre très au sérieux parce qu'elles traduisent l'état d'esprit d'une partie de notre société? Il faut les prendre très au sérieux. J'ai entendu hier le préfet de police Nunez qui expliquait ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Il est content. Ils sont contents. Le pouvoir est content. Ça s'est bien passé. Mais les images sont effrayantes. Non, ça s'est pas bien passé. Ça se passe très mal, ce qui se passe. Non, il faut être complètement dans le cirage, comme ils sont tous, pour pas voir que ça se passe mal. Pourquoi ça se passe mal? D'abord parce que cette manifestation, c'était un hold-up. C'est une manifestation qui a été volée. Il y avait beaucoup de Français. Je vais vous dire, il y a une dame qui m'a écrit, une jeune femme qui m'a écrit, qui a dit « Moi, je ne peux pas me soigner parce que je n'ai pas les moyens de me soigner. » Et je voulais manifester, mais j'ai eu peur. Il y a 30% de Français qui ne peuvent pas se soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner. Il y a 30% de Français qui prennent qu'un seul repas par jour. J'en ai croisé un tout à l'heure avant d'entrer en studio, qui avait son sandwich et dit « C'est ma journée ». Les larmes aux yeux. Et donc, ces gens-là n'ont pas pu manifester. Et d'ailleurs, il y a une dame qui avait une pancarte Frexit et qui a eu son drapeau arraché, son drapeau tricolore arraché. Donc en fait, les Français qui voulaient manifester leur colère n'ont pas pu le faire. Ils vivent dans la crainte, ils vivent dans la peur, ils vivent dans la colère, mais c'est une colère rentrée. La France vit avec une colère rentrée. La colère des braves gens, comme dirait l'autre. Des honnêtes gens. Les honnêtes gens, ils n'osent plus sortir dans la rue parce que la rue, elle est confisquée. Mais il y a autre chose. Cette manifestation, ce qu'on a vu, les images que nous avons vues, c'est le fruit amer du nouveau bac. Le bac pour tous, pochette surprise, depuis tant d'années, depuis des décennies. Une école effondrée sur elle-même. Donc on a vu dans la rue les crétins en cagoule, avec le kéfier pour arrêter les gaz lacrymogènes, le survêtement et les baskets, le nouvel équipement du crétin numérique, du crétin global, du crétin œcuménique, du crétin inclusif, de l'éducation nationale, lycée, université, là où M. Mélenchon va faire son marché. Et en fait, en les regardant, j'étais terrifié. J'avais mon petit-fils. Je dis non, alors regarde pas ça. Parce que les cagoules, c'est la guerre. On est en France. Et en fait, je les regardais, je me disais, en fait, ce ne sont que les petits-fils. Leurs grands-pères ont milité pour la première glaciation intellectuelle et politique de l'après-guerre. Ils étaient staliniens. Et c'est eux qui ont inventé le mot facho. Comme pendant ce temps-là, Khomeini a inventé le mot islamophobe pour fixer l'adversaire, envoyer les gaz incapacitants. Tu ne peux plus bouger. Leurs pères, ils ont changé de terre de promission. Ils sont allés plus en Chine, parce que Staline, c'était plus possible. Donc ils sont devenus maoïstes. Ils sont changés de terre de promission, mais avec la même eschatologie, le même grand soir. L'idée qu'il faut éliminer tout ce qui s'oppose évidemment à la révolution. Et maintenant, on a les petits-fils. Et les petits-fils, ils errent dans les rues avec des drapeaux palestiniens, l'exégration des drapeaux tricolores, on tire les cheveux de Némésis, parce que là, les féministes, ça marche à l'envers, et ils errent entre le wokistan et l'islamistan. Donc, drapeau palestinien, et puis la lutte contre
toute la société en place avec le wokisme. Emmanuel Hénin, qui est venu sur ce plateau, une femme remarquable, a commis un livre dont on n'a pas assez parlé, sur le wokisme. Et elle définit le wokisme. Et je voudrais reprendre sa définition. Le wokisme, c'est un mouvement idéologique qui se part de la légitimité universitaire, qui se réclame d'une démarche scientifique alors qu'il ne constitue qu'une dégradation minable, misérable de la rationalité et de l'universalisme. Le wokisme, c'est la nouvelle idéologie qui est en train de nous détruire. Et hier, je ne suis pas comme M. Nunez. Je ne me contente pas de regarder les choses en surface. Derrière les cagoules, je lève la cagoule et je dis « Qui es-tu, wokiste? Tu veux nous détruire ?» Et on va se défendre. Et le livre d'Emmanuel Hénin, qui avait été, dans un premier temps, a tenté de le censurer, l'obscurantisme woke. Oui. Mais pas par n'importe qui, par les pufs. Oui. Vous savez, moi, ce qui me fait peur, c'est marrant, les lettres que j'ai reçues cette semaine, c'est les ferments de guerre civile. Et je relis les deux, l'affaire Charlie Kirk et la manif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un professeur anglais dans l'Incorrect qui a dit la guerre civile est en place en Occident. Premièrement, il y a le multiculturalisme qui renvoie chacun non pas à son statut de citoyen, donc la communauté, mais à son statut initial, c'est-à-dire à son groupe identitaire. C'est ça le multiculturalisme, c'est ça que les politiciens ne veulent pas voir. Deuxièmement, le multiculturalisme, il est asymétrique, parce qu'il encourage ceux qui viennent de l'extérieur à cultiver leur fierté ethnique et leur solidarité, et il décourage et il interdit à ceux qui sont les natifs de faire de même. Eux, ils n'ont droit qu'à faire qu'une seule chose, à battre leur coulpe sur la poitrine de leurs ancêtres. Troisièmement, le multiculturalisme, c'est le statut précaire sur le plan culturel, l'insécurité culturelle pour les populations natives face à l'immigration de masse. Ils n'ont qu'une chose à faire, c'est à longer les murs, à pratiquer l'amnésie des grandeurs et l'hypermnésie des lâchetés. Et puis enfin, c'est campagne contre ville, très important, et enfin la déconnexion du pouvoir politique, la déconnexion des élites par rapport au peuple. Il y a une expression que vous avez employée l'année dernière qui a marqué beaucoup de Français, et moi le premier. Vous avez dit le prochain président sera un président martyr. Et cette expression, vous l'employez aussi pour Charlie Kirk. Vous dites c'est le premier martyr du wokisme. Est-ce que vous craignez que cette violence, cette criminalité, on puisse la retrouver un jour en France? Est-ce qu'il y aura un Charlie Kirk français et peut-être même au plus haut sommet de l'État, en sachant que, par exemple, Donald Trump a été victime de tentatives d'assassinat et que ça s'est joué à rien l'année dernière? Oui, c'est ce que je voulais vous dire, entre les lignes, en pensant à tous les influenceurs, en pensant à tous ces jeunes Français qui montent au créneau, qui montent en ligne pour dire la vérité, pour dire leurs convictions, qui pratiquent le dialogue, mais avec lesquels il est interdit de dialoguer. Et je vais vous dire à quoi je pense en vous répondant. À l'état de l'université française, Sciences Po, l'état de l'université française. En fait, Mélenchon, il va faire son marché le matin dans les banlieues, l'après-midi à la fac. Donc, il cherche à agréger dans les banlieues une population extérieure, un nouveau prolétariat, un lumpen prolétariat substitution, vu qu'ils sont plus capables maintenant d'aller chercher la classe ouvrière qui est passée au RN, et puis la fac l'après-midi, c'est-à-dire tous les zombies. Et l'idée, c'est la convergence des luttes. Peut-être qu'un jour... Oui. Alors là, ça n'a pas marché. Là. Il n'y avait que les fils de bourgeois. Là. C'est ça, les Black Bourges. Oui. Bon, Philippe de Villiers. La politique, l'actualité quand même majeure de la semaine, et je sais que vous avez regardé attentivement cette passation de pouvoir.
entre François Bayrou et Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu succède à François Bayrou à Matignon. Il devient le 5e Premier ministre macroniste depuis 2022. Quel regard portez-vous et sur la passation de pouvoir et plus généralement sur Sébastien Lecornu? Et surtout, il a promis une politique de rupture. Peut-il tenir sa promesse? Alors, procédons par ordre. On commence par ces images-là. La passation. Pour moi, cette passation, elle avait une portée allégorique du contraste entre les élites et le peuple. Je regardais la passation dans l'émission de Sonia Mabrouk, qui était remarquable comme d'habitude, et qui a eu l'idée de mettre 2 images côte à côte. Et donc on avait dans la cour le cérémonial, dans la rue le chaos, dans la cour le tapis rouge, dans la rue le tapis de gaz lacrymogène. Donc c'était curieux comme contraste. Dans la cour, les ors de la République, dans la rue, le désordre public. Et ça me faisait penser à un film que j'ai beaucoup aimé, Le Docteur Givago. Dans Le Docteur Givago, à un moment donné, il y a une scène extraordinaire où on voit des boyards sur 2 qui trinquent au champagne, qui se penchent à la fenêtre, il y a de la neige, et ils regardent passer des moujiks, comme ils les appellent, avec des drapeaux rouges. Et il y en a un qui dit à l'autre « Ça t'inquiète ?» Et l'autre lui répond « Non, non, ce sont des moujiks. » Il dit « Non, maintenant on dit des mencheviks et des bolcheviks. » On a vu la suite. Et donc cette image de sérénité sur fond d'éloquence encaustiquée de nos élites, et puis ça pète dans la rue partout pendant ce temps-là, il y a un côté caverneux, il y a un côté inconscient, quoi. Et alors, il nous parle de rupture et de décalage. Mais moi, je pensais au décalage de Macron quand il a dit brainwashing, en désignant du doigt ceux qui parlent d'immigration et d'insécurité. Il est là, le décalage. C'est qui est décalé, là, monsieur le Premier ministre? Alors, vous m'avez posé une question sur monsieur Lecornu, je vais vous répondre. D'abord, l'homme. Alors, moi, je ne le connais pas personnellement, donc mon jugement va être objectif, contrairement à d'autres. C'est des journalistes. Et alors, l'homme, c'est un avatar de la Macronie. C'est le premier avatar de la Macronie. C'est un compagnon du résident de la République. Attal, très jaloux, l'appelle le chouchou. Et Bayrou, qui est encore plus jaloux, l'appelle le courtisan. Voilà pour l'homme. Alors le ministre, il est solidaire, le ministre. Donc la rupture, elle est où? Il est solidaire du bilan, puisqu'il est ministre depuis la première heure. Ça fait 7 ans qu'il est ministre. Et donc, il participe du bilan du président de la République et il assume l'héritage idéologique. Mais ça va même plus loin. Parce que lui-même, il a été ministre, donc il a son propre bilan, si vous voulez. On peut le visiter en un instant. D'un coup de rafale. Il a été ministre, secrétaire d'État à la transition écologique. Et là, il a fermé Fessenheim, c'est lui. Et il a expliqué, je me souviens très bien à l'époque, c'est une question de crédibilité politique. Bon, oublions. Ensuite, il a été ministre de l'Outre-mer. Et là, il a géré le fiasco de la Nouvelle-Calédonie. On en vient. C'est pas plus brillant. Et ensuite, il a été ministre de la Défense. Et comme il aime bien l'armée et qu'il est fan à Mili, comme diraient les militaires, et les fils de militaires, et les frères de militaires, alors il aime bien les cérémonies, voilà. Il n'est pas du tout ataxique quand il marche au pas, contrairement à la plupart des hommes politiques.
Du coup, on dit, ah là là, il aime l'armée l'aime, etc. Mais enfin, on a 3 jours de munitions d'avance en cas de guerre. Il a fait un livre qui s'appelle Va-t-en-guerre, donc il est le va-t-en-guerre du va-t-en-guerre pour l'Ukraine. Et peut-être c'est pour ça qu'il a été nommé d'ailleurs, pour qu'on aille faire la guerre en Ukraine. C'est bien parti, puisque là, Macron vient de dire on envoie les Rafales, c'est le ministre de la Défense, avant de quitter son ministère et avant d'aller à Matignon, qui a envoyé les Rafales. On est fou, on joue avec le feu, à mettre du persil sous le nez de Poutine. Alors, en fait, il y a un mot de Einstein qui convient bien à la situation. La folie, c'est quand on fait la même chose, de croire qu'on va avoir un résultat différent. La rupture, quand il a utilisé ce mot rupture, je me suis dit, alors la rupture, c'est la rupture avec lui-même ou la rupture avec... Parce que c'est en fait le papillon qui fait la rupture avec la chrysalide, puisqu'il en vient du bilan. Et alors, la question qui se pose, c'est, pour réussir, il faut qu'il réussisse d'abord à faire un gouvernement. Procédons par ordre. Pour faire un gouvernement, c'est relativement facile, mais c'est pas si simple que ça quand même. Alors, c'est relativement facile parce qu'il reprend les ministres, et les ministres, à part 2 ou 3 qui sont connus, comment les définir? Ce sont des produits de la grande distribution, ce sont des yaourts de grande surface, crémeux à cœur, le fond près du couvercle. Donc, bon, on les met où on veut, de toute façon, ils ne bougent pas. Ils ont leur maroquin et leur voiture et leur gyrophare. Ce sont en fait tous des hommes de la 4e égarés dans la 5e. Et alors après, la difficulté, c'est de faire l'alliance des curseurs. Il y a le curseur des impôts, le curseur des économies. Et il faut arriver à ce que les curseurs marchent ensemble. Ça me rappelle une anecdote, si j'ai le temps de vous la raconter. C'est un jour, je suis allé pêcher des écrevisses dans un étang tout près de chez moi. Et une fois que la nasse était pleine, j'ai vidé la nasse dans une brouette. Je n'avais pas mis les côtés de la brouette. Et puis j'ai tiré la brouette et quand je suis arrivé chez moi pour décharger les écrevisses, il n'y avait plus une écrevisse dans la brouette. Voilà. Donc c'est comme le dîner de tête, j'y vais si un tel y est, j'irai pas si un tel n'y est pas, etc., etc. Et alors, pour réussir, une fois qu'il aura fait son gouvernement, avec toutes les écrevisses vivantes qui seront restées dans la brouette, là c'est une autre paire de manches. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'il parle à la tripartition, comme on dit maintenant, la tripartition de l'Assemblée. Et donc il faut une parole tripartite. Alors procédons par ordre. Parler au LR, c'est même pas la peine de leur parler, il suffit de leur proposer des postes. Eux, ils sont macronisés maintenant, et en fait, le destin des LR, c'est d'être des harkis. Soit les harkis de RN, c'est pas leur tendance actuelle, mais ça viendra, ou des harkis du bloc central. Certes, le supplétif. Ils n'existent plus. Alors après, il y a les autres. Il y a le PS et le RN. Donc là, il va falloir que M. Lecornu aille chercher intellectuellement de quoi échapper au principe de non-contradiction d'Aristote. Est, est, non, non. Aristote explique, le cheval blanc d'Henri IV est blanc, il ne peut pas être noir. Donc là, il va falloir que, avec beaucoup d'habileté, il aille murmurer au PS, le cheval blanc d'Henri IV est rose. Et de la main gauche vers le Rassemblement national, il dit, à voix basse, pour que les autres n'entendent pas, le cheval blanc d'Henri IV est tricolore. Au début, ça peut marcher. Et quand vous avez 2 cocus, mais qui ne savent pas qu'ils sont cocus, ça peut marcher. Mais au bout d'un certain temps, on découvre que le programme s'appelait l'ambiguïté. Or, comme l'a dit le cardinal Doré, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. En fait, il y a 2 mots qui m'ont frappé dans sa présentation, c'était l'humilité. Oh, l'humilité, quand un homme politique parle de l'humilité. L'humilité et l'écoute. Alors, vous traduisez, quand vous êtes comme moi, blanchi sous le harnois, ça veut dire, l'humilité et l'écoute, ça veut dire ne pas rouler les mécaniques,
pour pouvoir rouler tout le monde dans la farine. Ça ne durera qu'un temps. En tout cas, le fait politique majeur qu'on n'a pas assez souligné, c'est que, en fait, Macron a fini le travail. Nicolas Sarkozy avait fait du Premier ministre son collaborateur, François Fillon, il appelait son collaborateur, et lui, il fait de son Premier ministre, le dernier, son commis. Il fait les commissions. Je garde la question que je devais vous poser pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on vous donnera 100 jours. 100 jours pour redresser le pays, et vous allez nous dire ce que vous voudriez faire en 100 jours. Mais puisque vous avez dit que Sébastien Lecornu, ce qui vous avait marqué, c'était un moment où il parlait de l'écoute. Il va peut-être entendre la voix de ces signataires, ces centaines de milliers de signataires qui sont allés sur le site que vous avez créé, Philippe de Villiers, puisque vous avez décidé de lancer une pétition nationale sur l'immigration, sur la question migratoire. Cet après-midi, il y avait déjà 640 000 signatures sur 1 million. L'objectif, c'est le million. La pétition a été lancée lundi, si je ne m'abuse, ou dimanche. Dimanche. Le site a été lancé dimanche, Philippe de Villiers. Et donc, en l'espace de 6 jours, vous avez donc 640 000 signatures. Pourquoi avez-vous lancé cette pétition et qu'en attendez-vous? Alors, j'ai lancé cette pétition pour 2 raisons. La première, c'est le courrier abondant que j'ai reçu, avec toujours les mêmes mots. On n'est plus chez nous. Ils vont nous mettre dehors. Soyez notre porte-parole. Dites quelque chose en notre nom, puisque vous avez la parole. Profitez-en. Voilà, le courrier. Fidèle au courrier. Fidèle à la marée montante des lettres touchantes, émouvantes, parfois désespérées que je reçois. Et la deuxième raison, c'est que c'est la gravité de la situation, qu'on peut ainsi résumer. Le peuple français sera, dans quelques décennies maintenant, le peuple historique français sera minoritaire chez lui. Et d'ores et déjà, il n'est plus maître de son destin. Et les hommes politiques sont gravement coupables. Pourquoi il n'est plus maître de son destin? Parce qu'il ne contrôle plus qui entre en France et qui sort de la France. En d'autres termes, il est incapable d'arrêter les entrées, 500 000 entrées par an, la ville de Toulouse, chaque année. Et il est incapable d'expulser, par exemple, les OQTF. Il y a 130 000 depuis 1 an, avec les derniers gouvernements Macron, Bayrou, Retailleau. 130 000 OQTF prononcés. C'est beaucoup, hein, c'est énorme. Et il y a eu 11% d'OQTF exécutés. Donc en fait, on ne sait plus qui entre, on ne sait plus qui sort. Bon, un pays qui ne sait plus contrôler ses frontières est un pays qui meurt à petit feu. Voilà. Donc c'est une urgence vitale. Et donc je me suis dit comment faire. Bon, pas simplement parler. Il faut faire un acte qui sera un acte de contournement de la société médiatique et qui va peser dans le débat, qui va finir par peser dans le débat. Alors pour l'instant, la presse, rien. C'est-à-dire que vous n'avez pas demandé des pétitions sur la loi du plomb, oui. Philippe de Villiers. Vous auriez dû faire une pétition sur la loi du plomb, et là, peut-être que vous auriez été reçu sur le service public. Oui. Mais on peut dire que la presse, dans son ensemble, à part Europe 1 et le JDD, vous avez été formidable. Et CNews. Et la maison mère. Il faut noter que quand la pétition sur la loi du plomb avant l'été a été lancée, le service public en a parlé quand elle était à 50 000 signatures. Là, vous êtes à 650 000 signatures et il n'y a toujours pas un mot. Donc voilà pour la pétition. Voilà. Objectif 1 million. Non, j'espère plus. On verra ça la semaine prochaine. Philippe, comment ne pas revenir sur ce scandale médiatico-politique et les révélations du magazine L'Incorrect, montrant 2 ténors du PS parlementés en juillet dernier avec 2 chroniqueurs phares de France Inter, Thomas Legrand et Patrick Cohen. Tous 2 accusés de collusion avec la gauche, ce qu'ils contestent.
Une enquête parlementaire débutera fin septembre. Le vice-président de l'Assemblée nationale a signalé les faits au procureur. Je vous propose qu'on revoie la séquence qui a effectivement lancé ce scandale, où vous avez Thomas Legrand qui explique aux deux ténors que Patrick et lui s'occupent du cas Dati pour les municipales. Regardez. Non, les militaires pendant des années, ils nous ont dit, mais vous savez, nous c'est le comité locaux, voilà, c'est-à-dire que là où on est gagnant, vous venez avec nous, puis là où on part, on fait chier à Nantes, aller, la chose, tout ça. Donc là, c'est vrai qu'un jouet, moi sur la table, pour dire, c'est tout cette histoire. C'est pour ça que l'histoire du camp de Montandon, moi les amis, Paris, c'est le sûr, Dati. C'est pas le meilleur PM à la fondation. Nous, on fait ce qu'il faut, on a dit, Patrick et moi. Geoffroy Lejeune. La vidéo qu'on vient de voir, elle est sortie en ligne quelques instants après qu'on ait quitté ce plateau il y a une semaine. Donc moi, ça fait une semaine que je vais vous entendre, Philippe, là-dessus. Quelle leçon tirez-vous de cette affaire ? Alors, pour vous répondre, je vous propose de prendre de la hauteur. Parce que quand j'ai vu ces images, connaissant bien Thomas Legrand depuis fort longtemps, et M. Cohen depuis tout aussi longtemps, je me suis dit, comment moi j'ai vécu cette situation dans laquelle la liberté d'expression est à sens unique. Puisque eux, ils ont le droit de faire des colloques partisans, alors qu'ils appartiennent au service public, mais si quelqu'un de chez nous faisait la même chose, c'est l'abomination de la désolation, et C8 a été supprimé pour moins que ça. Alors, je vais vous faire un petit voyage. Tout commence pour moi en 1983. C'est là que je comprends ce qui est en train de se passer. En 1983, il y a un nouveau journal qui sort, qui s'appelle Globe. Tout le monde parle de ce journal comme d'un événement majeur dans la vie intellectuelle du pays. Ce journal est publié par Bernard-Henri Lévy et Pierre Berger. Et à la une, il y a l'éditorial. Et l'éditorial dit ceci, signé par Pierre Berger et Bernard-Henri Lévy. Bien sûr, nous sommes cosmopolites. Bien sûr, tout ce qui ressemble au bourré, terroir, béret, baguette, bignou, tout ce qui est en quelque sorte franchouillard ou qui y ressemble, nous est étranger, voire odieux. Et un peu plus tard, Bernard-Henri Lévy ajoutera, je crois que c'est dans l'idéologie française, la France est le mal absolu, le ventre fécond qui enfante la bête immonde. Voilà d'où on est parti. Donc à partir de cet instant, la droite avait mauvaise haleine. Il fallait qu'elle se taise. 20 ans après, 40 ans après même, on a Delphine Ernotte qui, lorsqu'elle prend ses fonctions, on l'a oublié, mais je tiens à le rappeler, parce que tout est dans cette phrase, elle dit « Je tiens à vous dire, au monde, elle dit ça, ses amis, je tiens à vous dire que le service public n'est pas là pour représenter ce qu'est la France, mais ce qu'elle doit être. La France telle qu'on voudrait qu'elle fût. Et donc nous ne sommes pas là, nous les journalistes, pour dire les choses telles qu'elles sont, mais les choses telles qu'elles devraient être. Diversité, etc. Vous voyez tout ce qu'il y a derrière. Et quand on voit que M. Pigasse est invité, sans qu'on lui pose la question de savoir s'il y a des liens avec les groupes de presse et le service public en l'occurrence, ça veut dire qu'en fait on est passé du service public au service clanique. Étape nouvelle qui est passée inaperçue, c'est la fameuse déclaration dans les 2 pages du Monde, l'Observatore Romano de la gauche radicale, de M. Rosan Vallon, le philosophe, sociologue, le penseur de ce que Paul Valéry appelait les professions délirantes. Et là, il explique comment installer la liberté d'expression dans la société de surveillance. Et pour concilier les deux, la société de surveillance et la liberté d'expression, il fait appel à des notions, en critiquant le populisme, il fait appel à des notions qui m'ont rappelé à moi la classification de Hannah Arendt sur la manière d'intimider la dissidence. D'abord, il y a la démonologie. Vous êtes un démon.
Ensuite, il y a la négation du réel. Vous êtes un déviant. Ensuite, il y a la stigmatisation judiciaire. Vous êtes un délinquant. Mais en fait, cette doctrine orwellienne revisitée cache une panique qu'on sent là dans la bande. C'est quoi cette panique? Il faut arrêter Dati, il faut faire ceci, il faut faire cela. La mer monte, il faut des digues partout, etc. Cette panique, elle a été parfaitement caractérisée par Ariane Mouchkine, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait déclaré ceci: nous, les gens de gauche, on a lâché le peuple. Quand les gens nous disaient ce qu'ils voyaient, on leur disait qu'ils se trompaient. Lorsqu'ils insistaient, on leur disait que c'était des imbéciles. Et lorsqu'ils insistaient encore davantage, on leur disait que c'était des salauds. Salauds de pauvres, comme dans le film d'Autant Lara, La traversée de Paris. Salauds de pauvres. Voilà où en est la gauche. Et en fait, derrière cette doctrine orwellienne, il y a l'idée désespérée de sanctifier, de sanctuariser le grand récit mondialiste diversitaire. C'est ça leur idée. C'est ça l'idée du service public. Et c'est ce qu'a dit von der Leyen quand elle est allée à Davos en disant « La désinformation est le problème majeur de notre temps. La liberté d'expression n'est pas un absolu. » Et elle vient de dire la semaine dernière dans son discours sur l'état de l'Union, comme diraient les présidents américains, elle vient de dire on va créer un centre de réflexion et de protection, un centre sur la liberté d'expression, un centre européen sur la liberté d'expression, pour protéger la liberté d'expression. Vous avez compris ce que ça veut dire, en fait. Ça veut dire qu'on va écarter ceux qui ne pensent pas comme nous. Voilà. Et donc, tout ça, en fait, Elliot, Geoffroy, ça me rappelle une conversation le 23 septembre 1993, chez moi, avec Alexandre Solzhenitsyn. Il m'avait dit à un moment donné, je n'avais pas compris sur le coup, puis après j'ai réfléchi. Il me dit, vous verrez, chez vous comme chez nous, un jour, bientôt, arrivera le moment où le système s'auto-raconte. Le système s'auto-raconte. Et à ce moment-là, le traducteur Nikita Struve, qui était son éditeur, qui était un homme délicieux, ajoute, et à ce moment-là, on passera de la société de surveillance à la société de l'autosurveillance, c'est-à-dire le journaliste s'autosurveille, l'homme politique s'autosurveille, le prof s'autosurveille, tout le monde s'autosurveille, on ne dit plus rien et on ne pense plus rien. Philippe de Villiers, c'est l'heure de l'apologue. Ah. Un voyage dans le temps, en 732, en septembre 732, et vous allez nous parler d'une bataille, si je ne m'abuse. Nous sommes le 13 septembre 732. Le pauvre Eudes d'Aquitaine s'effondre en larmes. Il vient d'apprendre que Bordeaux est lacéré et que l'Aquitaine est occupée, soumise. Mais surtout, que la chevauchée des envoyés d'Allah et de Mahomet remonte la Garonne. La vague qui se prépare est une menace lourde. En fait, sortie de l'Orient, l'islam avance sur l'Occident. Et en avançant sur l'Occident, il gagne toutes les batailles. Il a réduit à rien l'empire de Constantinople, il conquiert l'Afrique du Nord, puis la Castille et l'Aragon, puis il franchit les Pyrénées, et voilà qu'il est aux portes du Poitou, aux marches du Poitou. Le chef des Omeyyades, qui s'appelle Abd al-Rahman, personnage considérable, a lancé cette expédition depuis Tolède et il a formé une armée composée de Sarrasins, de Maures et de Berbères.
Ce sont des cavaliers redoutables, montés sur des chevaux très rapides. Ce qui se prépare, c'est une invasion. En face, la menace favorise l'union des Gaules. Mais cette union n'est pas de trop. Il n'y a pas de sauveur. Or, Abd al-Rahman avance et partout où il s'arrête, il impose la razia et la conversion forcée. Donc c'est la panique. Il faut un chef. Les Francs vont chercher un chef. Et ils vont le trouver. Le maire du palais. Il s'appelle Charles. Il n'est pas connu. Le choc va avoir lieu sur une échine au débouché des Lisières, dans la plaine du Poitou. L'histoire de la bataille nous est racontée par une chronique mozarabe qui date de 754, avec les moindres détails. On a deux armées face à face, imaginez. L'armée des Francs, fantassins, un mur compact, un mur de haubert lourd, un mur de casque à nasal en rang serré, on dirait un rempart de glace. Et puis, face à cette palissade hérissée de lances immobiles, on a la cavalerie sarrasine, fulgurante, qui virevolte, qui assaille comme un éclair au cri de Allah Akbar. Le corps à corps est terrible et longtemps indécis. Le mur franc est impénétrable. Et puis, à un moment donné, on apprend, tard dans la soirée, que le chef des Omeyyades, Al-Abrahaman, est tombé. Alors c'est la déroute des Sarrasins. L'onde reflue. Charles est vainqueur. On se tourne vers lui, on lui trouve un surnom. Avec sa masse d'armes, il a frappé comme un marteau. On l'appellera Charles le Marteau, Charles Martel. Et il sera plus tard enterré, honneur insigne, auprès des rois de France dans la basilique de Saint-Denis. En cet instant, le 13 septembre au soir de l'année 732, la bataille de Poitiers entre dans la grande histoire. Il y a un chroniqueur qui ne s'y est pas trompé et criera ceci. Les Européens. Il ne dit pas les Francs, il dit les Européens. Pourquoi ? En effet, il a été décidé par le sort des armes que la Gaule, que la vieille Gaule, ne deviendrait pas sarrasine comme l'Espagne, et que donc ce sont les Francs qui ont protégé l'Europe. Nous sommes en 732, à l'aube de la grande histoire de France, mais déjà, par deux fois, deux invasions asiatiques, africaines, sont venues mourir sur notre sol. Les Huns en Champagne et les Arabes en Poitou. Quelle est la leçon de cet apologue ? Elle doit être méditée. La leçon de cet apologue, c'est que il y a chez nous, pour la France, un risque constitutif. C'est l'invasion. Elle est endémique. Elle est programmée par notre géographie. Seule l'action historique des vertus et des caractères des forces d'un peuple qui se tient sur ses gardes peut nous préserver de cette fatalité territoriale, parce que
sauf pour les sots, les imbéciles et les politiciens français d'aujourd'hui, c'est la frontière ou la mort. Pourquoi ? Parce que la France, là où elle est située, par sa géographie, c'est un petit bout d'Europe qui, elle-même, l'Europe, comme disait Paul Valéry, n'est qu'un petit cap du continent asiatique. La frontière ou la mort. Merci Philippe de Villiers. Merci également Geoffroy Lejeune. À la semaine prochaine.